Donc avançons, passons à notre deuxième joueur du jour, Kyle Korver, si tu veux bien. Donc Kyle Korver, 10 saisons sur la décennie, 9 points de moyenne sur cette décennie, 9,6 points de moyenne sur la décennie, 25 minutes de jeu par match. C'est pas énorme hein, pour nos standards de la centaine en tout cas. Mine de rien, 18 200 minutes au total sur la décennie. C'est le 52e total de la décennie, c'est pas mal. Et c'est même 715 matchs, le 10e meilleur total de la décennie. Donc grosse présence pour Kyle Korver sur notre période. Pour dire d'ailleurs au niveau du minutage, j'avais noté aussi un 52e entre Anthony Davis et George Hill, hein, pour donner un peu une zone à peu près. Au niveau du palmarès All-Star en 2015, est-ce que tu t'en souvenais de cette sélection All-Star Game en 2015 ? C'est avec tous les Hawks. Tout à fait, ouais. C'était un peu cette période-là. Tout à fait. Mais de toute façon, dans ton top 100, il y a quasiment tous les joueurs du 5 majeur des Hawks parce que effectivement. Sauf celui qui n'a pas été All-Star, Desmarais Carroll. Le pauvre, il reste encore à quai. Comme quoi, c'est justifié. Tout à fait. Alors, pas de comparaison NBDraft.net, pas de comparaison de Draft Express, évidemment, puisqu'il est drafté avant la création de ces sites-là, si je dis pas de Avant bêtises. Internet. Tout à fait, en 2003 quand même, en 2003. Alors par contre, les surnoms magnifiques, encore une fois. Dès que t'es là, il y a des surnoms loufoques de basketball référence. Le 3-Zeus, t'as jamais entendu, je suppose, 3 J'ai jamais entendu, mais j'aime bien l'idée. Ouais. Machine Gun aussi. Bon, assez générique et en même temps, j'ai jamais entendu être appelé Machine Gun. Et puis Hot Sauce. Et voilà, il se fait appeler Hot Sauce apparemment. Donc rapidement son parcours. 29 ans, mine de rien, au début de notre décennie. Donc pas si jeune que ça. Et on va voir malgré tout, il a une très bonne longévité sur l'entièreté de la décennie. Bref, donc 51e choix de la draft 2003 pour dire à quel point il était déjà un peu vieux. Et donc 2011, en fait, il sort d'une saison à Utah et il arrive à Chicago en tant que free agent. La fameuse équipe des Bulls avec donc Derrick Rose MVP, qui sera première de sa conférence et meilleur bilan de NBA, mais lui ne joue que 20 minutes par match dans cet effectif. En playoff, ça s'arrête contre Miami en finale de conférence, le Miami du Big Three, évidemment. 2012, il est encore à 23 minutes par match sur la saison, 8 points de moyenne, voilà, encore un role player avec une vingtaine de minutes de jeu. En playoff, ça tombe au premier tour contre Philadelphie parce que blessure de Derrick Rose au premier tour, malheureusement. Et puis ensuite, il est échangé à Atlanta. Il est échangé contre du cash. Donc il est échangé pour rien du tout. Hein. Vraiment, on peut dire, c'est un move gratuit, hein, presque. Alors pas gratuit littéralement parce qu'il y a du cash, mais tu comprends ce que je veux dire. Atlanta ne dépense pas d'assets pour l'avoir et pourtant, ça va être la meilleure période de sa carrière hein, pour Kyle Korver puisque récupéré contre quasi rien. Et 2013, il est déjà titulaire cette saison-là. 30 minutes par match dans cette équipe-là. 11 points de moyenne, bon, ça limite, c'est pas très important. Et en playoff, ça tombe contre Indiana au premier tour. 2014, pareil, titulaire, 34 minutes par match cette fois. Playoff encore une fois contre Indiana. Cette fois, c'est la série, tu sais, avec Pero Antic qui écarte Roy Hibbert. On la connaît celle-ci. 2015, c'est la fameuse année de les Hawks qui sont à 60 victoires. Lui, il est All-Star. En tout cas, il est repêché pour le All-Star Game. Il n'était pas désigné par les coachs à la base, mais encore titulaire, 32 minutes par match. Membre très important de cette équipe qui fait 60 victoires, mine de rien. En playoff, ça va jusqu'en finale de conférence. Cette très belle équipe, ça tombe contre Cleveland, bien sûr, de Kyrie Irving et LeBron James. 2016, encore une fois titulaire, 30 minutes par match pour Kyle Korver. Atlanta est moins étincelant, mais quand même toujours très bon. En playoff, ils s'arrêteront au deuxième tour contre les Cavaliers, encore une fois. 2017, on a certains éléments qui sont partis, notamment à Ford. L'équipe est un peu plus bancale. Lui, il fait 32 matchs dans cette équipe avant d'être échangé du côté de Cleveland, du coup. Et à Cleveland, il fera 35 matchs de saison régulière plus les playoffs, 25 minutes de jeu par match, encore un rôle pas titulaire, mais encore un rôle pas mal. En playoff, ça va jusqu'en finale NBA. Évidemment, en 2017, c'est l'armada offensive de 2017 des Cavs, hein, bien sûr. 2018, Irving n'est plus là. Les Cavs sont un peu plus moyens, mais lui, il est toujours là, avec un rôle un peu plus mineur, on va dire 21 minutes par match. Pas titulaire, évidemment. Mais ça fait encore une fois les finales, mine de rien. Et puis ensuite, 2019, LeBron n'est plus là, l'équipe est assez nulle, du coup lui il est échangé à Utah, il fera une 50aine de matchs à Utah en faisant partie de la rotation, encore une fois, hein, il n'est pas du tout, il a une 20aine de minutes par match encore. Et puis 2020, à Milwaukee, il retrouve Budenholzer qui en avait fait son titulaire à Atlanta, sauf que là il commence à être très vieux et il fait à peine 16-17 minutes par match, voilà, pour cette décennie bien remplie mine de rien. Donc c'est vrai que pour te lancer un peu sur son profil et ses performances au cours de cette décennie, on garde surtout l'image d'un role player, mais finalement, on voit que ça a été un vrai titulaire pendant
une partie, on va dire, de cette décennie, et en plus un titulaire dans des bonnes équipes. Oui, bah, alors, bon, vraiment, il s'inscrit dans la tendance de la NBA à valoriser le tir à 3 points. Et là où des joueurs comme lui étaient vus un peu comme des gadgets, hein, c'est très fort shooter, mais qu'on considère comme étant oui, mais c'est un peu des têtes brûlées, ça vaut pas le coup d'avoir des gros shooters longue distance. Quand on arrive dans les années 2010, le tir à 3 points prend effet. Alors, et lui, vraiment, on dit, ah mais en fait, c'est super bien d'avoir un joueur comme lui. Et d'autant plus que le joueur comme lui en question, c'est un des meilleurs shooters de la NBA sur toute sa carrière en fait. Hein, chaque année, il doit être dans le top 10 des shooters à longue distance. Je me demande même s'il n'a pas sa place dans les meilleurs shooters de l'histoire. Oui. Ça, je vais pas m'avancer parce que j'ai pas. Moi, je m'avance. Mais en plus, il y a peut-être des chiffres qu'on n'a pas. Enfin voilà, mais en tout cas, c'est vraiment un shooter exceptionnel, mais au sens premier du terme exceptionnel, avec des pourcentages extraordinaires. Et déjà là, il y a cette découverte-là, cette découverte, cette redécouverte du fait, mais en fait, ça a beaucoup de valeur. Autant pour le tir 3 points, la mise en valeur, je pense pas que ce soit lui qui soit un des pionniers. Autant le côté de avoir un excellent jeu sans ballon additionné à ce shoot-là à 3 points et être capable de shooter à 3 points correctement en mouvement, démontrer à quel point ce truc-là a un impact offensif bien plus élevé que les chiffres, que tout ce qu'on veut. Ça, je pense il fait partie de ces joueurs-là qui ont vraiment créé cette révolution dans la révolution de shooter à 3 points, c'est très 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 bien. Être capable de le faire en mouvement et avec un excellent jeu sans ballon, c'est un espèce de multiplicateur offensif qui est incroyable. Oui, c'est pas juste Steve Novak ou Chris Copeland, quoi. Il y a du mouvement et c'est une notion importante, quoi. C'est ça. Surtout Korver, pour le coup, il est super impressionnant sur ses tirs en mouvement. Donc vraiment, c'est du catch and shoot, mais en sortie d'écran et vraiment quasiment dans la course. Et c'est assez impressionnant à voir parce que c'est vraiment, je reçois la balle en courant, je m'arrête instantanément et je saute en l'air tout de suite. Et on sent qu'il a encore un peu d'inertie dans son geste, ce qui faisait qu'en fait, il arrivait à jeter à 3 points en catch and shoot, mais même avec un très peu d'espace. Même un écran raté pouvait suffire un peu à lui octroyer ce tir-là. Et comme il était très efficace, ça devient très intéressant. Et du coup, toutes les défenses devaient vraiment le suivre de partout et ça déstabilisait ce jeu-là. Chose que Stephen Curry a porté encore à un niveau au-dessus, mais c'est vraiment le même mécanisme en fait de perturbation sur toute une possession. Peut-être Korver touche pas la balle, mais dans tous les cas, il a déstabilisé la défense. Et ça a une valeur immense, bien plus immense que ce qu'on pourrait le penser au regard de finalement sa carrière, parce que ce qui m'a re-étonné en le regardant, c'est qu'en fait son volume de tir à 3 points est pas si élevé que ça. Hein. Dans ses années les plus productives, il est à 5-6. Donc on pourrait même se dire qu'il y a une forme de sous-utilisation, parce que avec le pourcentage de 3 points qu'il avait, alors je l'ai pas dit, mais des pourcentages qui tapaient du entre 45 et 50 et quelques, ce qui est incroyable, mais avec un volume peut-être pas aussi énorme que ça, mais c'est aussi beaucoup parce que voilà, finalement, son impact offensif était surtout sur la menace qu'il représentait. Et du coup, si je prends que ça fait une valeur de joueur extrêmement élevée. Certes, un joueur unidimensionnel, mais qui est tellement fort sur un élément, une combinaison d'éléments qui a un tel impact que sa valeur est démultipliée par rapport, si on fait le parallèle avec les joueurs à mi-distance comme Middleton, où ce combo tir à 3 points super efficace et jeu sans ballon, pour moi, a une plus grosse valeur que ce tir à mi-distance, qui est une bien plus grande valeur. À ça, on peut y ajouter que Korver n'était pas un mauvais défenseur. Il a une mauvaise réputation, mais il était plutôt pas mal, notamment dans la défense collective. Pas non plus exceptionnel ou très fort, mais ce joueur-là qui a un impact positif dans le jeu sans ballon, peut-être négatif à 1 contre 1 parce qu'il n'avait pas la vitesse latérale, plus encore avec l'âge venant, parce que c'est sur décennie, il a 30 ans, il est sur sa trentaine, mais qui quand même qui arrive à compenser avec vraiment une vraie intelligence de jeu et une compréhension de où il doit se positionner. Et surtout, il était grand en plus. Hein, oui. Ça aidait bien en défense, quoi. Il avait de la taille que n'avaient pas tous les petits shooters de poche comme lui, quoi.
Ce qu'il est aussi dans son shoot d'ailleurs, hein, parce que quand je disais Ouais. pouvoir shooter avec un petit espace, le fait d'être grand et rapide dans son geste, faisait qu'il était quand même pas si facile que ça à contrer, même si le défenseur était un peu sur ses épaules. Donc oui, ça faisait partie de sa force, c'était ça. Là où on peut aller du côté un peu plus, sa valeur doit baisser sur cette décennie, c'est que je l'ai déjà un peu dit, et puis tu l'as dit quand tu as retracé sa carrière, c'est son volume est pas énorme, hein, son volume de tirs. Donc on dit il dépasse, il y a qu'une fois il fait 12 points par match, et c'est sa meilleure saison scoring sur la décennie. Pas, ok, tir à 3 points exceptionnel, mais en termes de volume, on a presque envie de dire, mais ça serait bien qu'il n'ait pas plus. Alors pourquoi il n'a pas plus? Il y a aussi une raison structurelle, c'est que en plus c'est cette équipe-là d'Atlanta où il y a quand même beaucoup d'autres options offensives, Joe Johnson, Millsap, Jeff Teague, et qui justement profitaient de ce jeu semblant de Corver. Donc il y a un peu dans ce volume-là, il y a plein de points marqués par les coéquipiers qui devraient lui être en partie crédités. Donc il y a aussi ce côté où, à la fois frustré parce que le volume n'y est pas, à la fois c'était peut-être aussi comme ça qui était plus intéressant en étant juste une menace. On a un peu ces petites frustrations. Je me demande aussi à quel point ce manque de volume est lié à jouer sans ballon, ça reste très énergivore. Comme en plus il avait une vraie présence défensive, enfin une vraie présence. Il faisait les efforts défensifs. En termes d'endurance, ça devait être un peu compliqué. Et tout ça, là, je parle que de ces années à Atlanta qui sont les plus productives. Quand on va du côté de Chicago et du côté de un peu après de Cleveland et Utah et Milwaukee, ça reste un peu ce même joueur, certes vieillissant un peu sur la suite, mais qui ne joue pas, qui n'a pas un gros temps de jeu, donc qui est tout cet impact-là, gravité, il le perd un peu parce qu'il y a des équipes qui ont préféré le mettre devant. Alors on peut discuter, est-ce qu'ils avaient raison, est-ce qu'elles avaient tort. Là, c'est l'objet de ton podcast, c'est plutôt de faire, oui, non, on s'en fout de ce qui aurait pu être. On prend ce qu'a été, quoi. Ouais. Voilà. Et là, pour le coup, et un peu comme je parlais pour Ginobili, quand t'es revenu dessus la dernière fois, euh, force est de constater que sur la plupart de la décennie, malgré tout, il est présent, mais il a quand même un rôle un peu secondaire, avec un petit temps de jeu, alors certes très très intéressant, mais difficile de le considérer comme étant un des piliers numéro 1, 2, 3 de son équipe, quoi. À Atlanta, il était peut-être pilier numéro 3, 4, et après, il était encore en dessous, quoi. Mais globalement, on peut que se dire que finalement, on n'a pas eu un Corver très prépondérant durant cette décennie-là, en fait. Mais après, pour cette question du volume, tu regrettes un peu qu'il n'y ait pas eu un volume plus gros. En fait, le fait est que c'est la Rolls-Royce des role-players, mais ça ne reste Mm. qu'un role-player, quoi. C'est peut-être ça où, effectivement, il y a peut-être un décalage par rapport à la majorité des autres noms de la liste. Peut-être on a plus à faire avec des créateurs un peu plus majeurs, ou même pas forcément que des héliocentriques, hein, mais voilà, il y a plus de créations. Lui, je pense qu'il est dans la liste et il sera dans le top 100 parce que c'est le grand luxe des role-players, mais ça n'est qu'un role-player, quoi. Donc il y a peut-être un peu cette petite nuance, comme tu dis. Après, voilà, il a quand même 5 saisons, allez, 4 et demi, on va dire, de titulaire dans une très bonne équipe. Merci Budenholzer et les Hawks, mais je pense que c'était pas du tout démérité, hein, cette place de titulaire. Au contraire, c'est un élément très important. Effectivement, je te rejoins un peu sur le côté. Il a été un peu le symbole de l'évolution à 3 points. Alors, peut-être pas le pionnier, mais en un sens, il a été un des symboles, dans le sens où, en début de décennie, à une époque où on s'en fichait un peu clairement du 3 points, il est un peu ignoré, il plafonne avec un rôle de joueur gadget, presque, j'ai Mm. envie de dire. Peut-être, je sais pas si Si, tu tout à vois, fait, tout à comprends fait. la formulation, mais un peu le mec qu'on sort 20 minutes par match pour faire un tir de temps en temps, pour faire un floppy, pour faire une sortie d'écran de temps en temps. Mais le reste, voilà, on fait au poste bas, ou on fait des pick and roll avec pas de spacing et ce genre de choses. Donc bref, en début de décennie, il avait un peu ce rôle-là, un peu ignoré, un peu rôle gadget. Et puis ensuite, il a beaucoup plus explosé dans un rôle beaucoup plus important, notamment de titulaire, avec des gros temps de jeu, quand justement le 3 points explose également à l'échelle de la NBA et il y a une prise de conscience que c'est important le spacing, le 3 points. Et lui, il passe de joueur gadget à joueur important avec cette valeur-là. Donc, et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est exactement le même parcours qu'a eu Redick, hein, sur cette décennie également. Mm. D'abord, lui aussi, joueur gadget avant d'être joueur important. Bref, donc il y a ce côté spacing, évidemment, le créer de l'espace de par sa présence, mais il y a aussi la création de jeux indirects, comme tu dis aussi. Et, pas mal de systèmes à Atlanta appelés pour lui et qui étaient un peu le décalage, le premier décalage qui a été créé, c'était de par ça.
Et puis aussi, voilà, en termes d'efficacité, c'est absolument phénoménal. Et pour moi, il est assez clairement dans le top 10 all-time et pas forcément en 9e ou 10e. Mais les pourcentages de réussite sont absurdes. Alors, pour moi, le seul qui est clairement au-dessus, c'est un Stephen Curry, mais parce qu'en plus, il fait les mêmes pourcentages sur des tirs beaucoup plus difficiles. Donc, bon, voilà, Curry est une anomalie. Mais Korver, on est sur le gratin du gratin du gratin all-time pour moi. Avec, voilà, il passe la décennie à 44% d'efficacité. 44%. Encore une fois, je crois que j'en avais parlé dans un épisode sur Bud Hield. Voilà, entre 44% et 40%, il y a le même écart qu'entre 40% et 36%. On arrive à se modéliser l'écart entre un shooter 36% moyen et 40% qui est élite. Il y a encore le même écart entre le shooter élite à 40% et 44% sur l'ensemble de la décennie. Il fait des saisons à 46, 47, 49% en 2015. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Et pour finir aussi, avant de te rendre la parole, il y avait aussi un avantage concurrentiel, je trouve. Et donc, ce qui va pour moi lui donner un peu de valeur, dans le sens où il shootait beaucoup de 3 points et il était ultra efficace à une époque où ça shootait pas tant que ça encore. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais le même joueur aujourd'hui, bah oui, bah tout le monde shoot à 3 points, bah oui, bah tout le monde fait du spacing, tout le monde a des équipes très aérées. D'accord, finalement, ça aurait peut-être moins de valeur aujourd'hui, j'exagère un peu exprès, mais on va dire milieu des années 2010, bah, il n'y avait pas autant de 3 points, il n'y avait pas autant de spacing, donc ce que lui faisait, ce que lui apportait, relativement au reste de la ligue et au contexte de jeu, bah, peut-être que ça avait une valeur un peu plus grande. Je sais pas si tu vois ce que Si, je tu veux veux dire. dire que les 5-6 tirs à 3 points qu'il prenait par match, aujourd'hui, ça fait un peu bas, quoi. Ça fait un peu ridicule. Certainement ces 5-6 tirs de l'époque valent peut-être 8-9 tirs aujourd'hui. Ouais, et puis même en termes de spacing, quoi. Je veux dire, en 2022, tout le monde a un spacing de fou, quoi. Alors que, donc, tu mets un shooter là-dedans, bah oui, bah, il participe au spacing. Corver le crée, le spacing, un peu plus. Ouais, ouais, ouais. Mais d'ailleurs, tu te parlais de Chicago qu'il envoie à Atlanta contre pas grand-chose. Dans mon souvenir, on s'est tous dit, mais pourquoi? Parce qu'en plus, ce Chicago-là, qui était celui de Derrick Rose, Joachim Noah, Carlos Boozer, tout ça, manquait cruellement de spacing. Ouais. Et c'était lui. Alors, à l'époque, il devait y avoir des raisons un peu plus financières ou je ne sais plus quoi, et que c'était Thibodeau. On était vraiment dans l'époque où, bon, le spacing. On était à cette époque-là où on disait à LeBron James de Cleveland d'avant Miami, il lui fallait un stretch four. Et stretch four, c'était un mec qui pouvait tirer à mi-distance, quoi. Ouais, c'était le pick and pop à mi-distance, quoi. Mais ouais, donc il s'est inséré dans le. Il était le spacing et je pense pas que c'est lui qui fait la révolution parce qu'avant il y a Phoenix, il y a déjà Stephen Curry qui est là, mais il a agrandi la faille en fait de la reconnaissance de ah mais le 3 points c'est fou et pendant un moment donné il était le fer de lance à cette époque-là où ok il faut un shooter très fort à 3 points mais un ça suffit pour l'instant. Et c'est vrai qu'avec Corver, déjà, un, ça suffisait. Et c'est juste qu'après, on s'est dit, ouais, mais en fait, il n'a pas 36 000 des Corver. Ouais. Oui, alors ça n'a pas été le moteur de la révolution. Enfin, bon, bref, moi personnellement, je pense que c'est un peu exagéré le coup de Stephen Curry à lui tout seul a changé la NBA. Je pense que non. Donc, Corver, bref, n'a pas été le moteur de la révolution comme d'autres ont pu l'être un peu plus peut-être. Mais c'est juste que quand la révolution est allée dans ce sens-là, bah lui, il s'est dit, bah en fait, oui, moi j'ai pour ça. Ça va dans mon sens et du coup, bah il y a la place, je vais faire quoi. Et par contre, il a été, comme tu dis, un peu plus le moteur dans ce nouveau rôle, pas seulement de spacer statique, mais la création d'offense un peu, pardon, d'attaque, la création d'attaque indirecte via ce mouvement, donc avec le modèle Corver, le modèle Redick aussi, à peu près à la même période qui s'est développé. Ce que fait voilà, Duncan Robinson aujourd'hui, même s'il est un peu dans le creux de la vague en ce moment, donc c'est peut-être pas le bon exemple, mais voilà, tout ce genre de joueurs aujourd'hui, on a conscience que ça peut être très important d'avoir un joueur comme ça qui peut littéralement être ton créateur d'attaque un peu secondaire et pas porteur de balle, donc pas proactif, mais de manière indirecte. Bah lui a un peu été un peu le modèle de ça. Et voilà, il n'y avait pas grand-chose de plus, hein, on va pas épiloguer sur le drive, sur le dribble, sur le passing, à part dire que le passing était intelligent et tout ça, mais voilà, je trouve aussi, tu l'as déjà dit, donc je vais pas en remettre une couche, mais qu'en défense, il était peut-être meilleur que ce qu'on aurait dit. Mais bref, et donc avec tout ça, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter, mais on a déjà fait pas mal sur Corver. Où est-ce qu'on l'imagine du coup dans le classement? Bah, naturellement, mon regard se tourne vers JJ Redick, qui est là et 49e.
Sans compter le fait qu'on vient de rajouter Middleton. Et que alors je me souviens plus bien de ce que vous avez dit pour le podcast de Reddick, mais il me semble que Reddick a un score un peu plus, est un peu plus présent dans la décennie. Mais je te laisse me corriger si besoin. Mais Non, mais du coup, oui, effectivement, il dure un peu plus aussi. C'est et à puis peu je crois près. un plus gros temps de jeu, hein, je crois, hein, sur Non, la ça, pas beaucoup plus, longueur non. Pas de beaucoup la plus, mais il a décennie. plus de saisons à 30 minutes de jeu par match, par exemple. Mm. Donc, Voilà. Du coup, je mettrais Corver en dessous de Reddick. Après, la question, est-ce que je mettais juste en dessous ou pas? Donc, il y a Rubio, il y a Jeff Teague, il y a George Hill. Et là, c'est compliqué parce que c'est vraiment des profils très différents avec en plus cette question du volume de temps de jeu est assez importante, hein, je trouve. Donc moi, là, quand je descends, j'aurais un peu envie de le mettre en dessous de Ty Lawson et du coup juste au-dessus d'Al Jefferson, Roy Hibbert, Trevor Ariza. en dessous des porteurs de balles classiques, alors on va dire. En dessous des Jeff Teague, Ricky Ouais. Rubio, George Hill, Taylorson, 51, 2, 3, 4. Oui, ça me va aussi. Après, est-ce que ça justifie que Reddick soit à ce point au-dessus? Enfin, à ce point, c'est quelques places, mais oui, ça peut aller, ouais, ça peut aller. Si pour moi Reddick reste plus intéressant que bon Jeff Teague, George Hill, j'ai écouté votre podcast où j'avais une meilleure image que ce que vous en avez dit, mais moi je l'ai pas étudié donc je vous suis. Mais du coup voilà, j'ai du mal à imaginer Reddick moins intéressant qu'un Jeff Teague, qu'un David Lee et qu'un Ty Lawson sur 3-4 ans, quoi. Et au-dessus de Al Jefferson qui a eu pendant 2, 3, 4 ans un rôle de go-to-guy, pas de bon niveau, mais Pour moi, ouais, Jefferson, ou même si vous avez un peu réhabilité sa défense, mais quand même, c'était beaucoup Clifford à mon sens. Et Michael Chris parce que ça me fait plaisir de lire. Les 30 minutes de Corver à Atlanta, et même les 20 minutes machin, enfin, ont quand même un impact sur la longueur d'une possession offensive immense, alors que celle de Jefferson, c'était mettre 2 points, une possession sur 2, mais aussi de scléroser un peu l'attaque, quoi. ouais. Oui, il y avait pas de quand il avait pas la balle, ça servait pas à grand chose. Mm. Il y avait sans doute aussi moins de compromis à faire en défense avec Corver qu'avec Jefferson, Oui. qui a plutôt bien tenu une saison avec Steve Clifford à Charlotte, mais du reste, c'est vrai que en tant que pivot défensif déficitaire, on va dire, il y avait une perte de valeur peut-être plus conséquente. Ouais, non, mais ça me va si on le met, si on le met par là. Donc, entre Ty Lawson 54 et Al Jefferson 55 pour l'instant. Ouais. Ok, faisons ça alors. Alors, du coup, petit quiz pour finir. C'est encore un kické dans l'effectif, hein, je suis désolé, mais d'habitude, j'aime bien prendre des actions marquantes, mais on a une cuvée où il n'y a pas beaucoup d'actions marquantes. Hein. Pas beaucoup de joueurs Bah, à ouais, puis déclat. Corver, moi j'aime bien, c'est beau, mais c'est toujours le même tir, quoi. Enfin, c'est toujours le même C'est type un de peu ça, tir. ouais. Je peux pas te dire qui est sur le terrain quand Corver a postérisé Antetokounmpo. Ça n'existe Non. pas. Et tu peux pas non plus faire quand est-ce qu'il a mis un gros tir à 3 points parce qu'il y en a pas tous les matchs, quoi. Oui. Bref, donc kické dans l'effectif. On a déjà fait le Atlanta 2015 il y a pas longtemps avec FD, je crois. Donc j'ai pas pris ces Hawks là. J'ai pas pris les Hawks du tout d'ailleurs. J'ai pris le Chicago 2011, justement, une équipe un peu marquante de la décennie qu'on n'avait pas encore faite. Mm. Donc Corver fait partie de ces Bulls 2011. Est-ce que tu es capable, je pense que oui, de me citer des joueurs de cet effectif des Bulls 2011? Après, je peux faire semblant d'être nul pour les gens qui veulent, hein. Il n'y a pas Iverson. Il n'y a pas Everson, qui a joué avec Corver d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, Chicago Bulls, donc Derrick Rose, Joakim Noah, Ouais, Carlos Boozer, ouais. j'ai envie de dire Ronnie Brewer, Tout à fait. j'ai envie de dire Lou Holding, Lou Holding, effectivement, aussi, ouais. Taj Gibson, Taj Gibson, oui. Kirk Heinrich. Non, je crois que c'est l'année où il fait Atlanta et Washington. Et ensuite, il Alors, reviendra. Aaron Brooks, alors peut-être. Non, pas encore, il est encore à Houston. Je sais plus si Jim Butler est déjà drafté ou pas. Non, il sera drafté en fin d'année. Mais déjà, j'étais étonné que tu aies Ronnie Brewer, hein, parce que... Écoute, je rêve. Enfin, c'est tous les tous les podcasts que tu fais où j'écoute les quiz, j'attends Ronnie Brewer en fait. Donc je suis content de l'avoir.
Non, mais parce que c'est quand même bizarre que c'est une équipe des Bulls qui ressemblait beaucoup à l'équipe du Jazz 2010 de l'année d'avant. Parce qu'entre Boozer, Korver et Ronnie Brewer. Ouais. Mais bref, donc oui, tu as dit les principaux. Alors, tu n'as pas dit le pivot backup, qui était un pivot défensif de grande qualité, qui a eu une carrière un peu. Omer Asik. Exactement, carrière un peu tronquée par des maladies de Crohn, il me semble. Il y avait un autre ailier défensif drafté il y a pas longtemps avant, qui a fait une carrière en fait de lié défensif qui est encore en NBA, je crois encore. James Johnson. Exactement, James Johnson était dans cet effectif. On avait le titulaire. Alors, maintenant on connaît ça, tu sais, le mec qui démarre le match, mais qui joue pas du tout, et qui ensuite démarre la deuxième mi-temps et joue pas du tout. On appelle ça le titulaire là. Keith Bogans. Exactement, et ben voilà, il était là, Keith Bogans, et c'est pile cette période où qu'est née cette formulation de titulaire à Keith Bogans. Keith Bogans était à la mode lui-même. Lui et Mo Evans, tu peux les deux ensemble, et c'est poste 2 un peu défensif et pas beaucoup d'autres choses. Ils étaient un peu à la mode à cette époque-là. Je ne sais alors un meneur backup, on va dire, plutôt poste 1-2, je sais pas trop, mais qui a fait donc Chicago, qui était avant à Golden State, ensuite il fera du Orlando, du truc comme ça, un peu trop dur, je sais pas comment te le faire deviner, c'est CJ Watson. Ah oui, tu t'aurais pas réussi, mais un autre meneur backup, ou voire même 3e ou 4e de la rotation, qui a un papa plus connu que lui, du coup, qui bosse à Houston en tant que coach depuis des années. Ah, c'est John Lucas III. Exactement. The Third. John Lucas the Third était là. Et puis on finit, alors, un ailier qui était notamment à Washington, je crois, qui est décédé il y a quelques années, Rachel Butler, tu t'en souviens peut-être. Il était par là. Et surtout, on finit par l'ancienne coqueluche des Boston Celtics. Non, je sais pas. C'était comment? C'était le Red Mamba? Non, le White Mamba. Brian Scalabrine. Brian Scalabrine est dans cet effectif, effectivement. Ah, je me souvenais pas qu'il était là. Ouais. Et oui, il avait quitté Boston pour les Bulls. Et donc voilà pour cet effectif iconique, je sais pas, mais en tout cas d'une équipe assez marquante de cette décennie, les Bulls 2011, dans lequel Kyle Korver était un simple role-player du shoot. Merci Tom Thibodeau. Ouais. Bon, c'était l'époque aussi, hein. Faut pas... Oui. Après, certains font les époques et d'autres les voient passer. D'autres regardent l'avenir. Tout à fait.